la parole, à moins qu'il y ait encore des questions pendant l'installation, à Madame Vité, qui va nous présenter les réalisations là, essentiellement loirais, mais vous allez voir, dans le domaine public, non plus privé, et qui vont nous rapprocher encore des grandes possibilités et de la grande souplesse de l'usage du bois dans notre belle région. Je réponds. Ça fait 12 ans que j'ai créé donc mon agence à Orléans pour travailler justement sur la conception bois. Et vous entendez bien, moi, je ne suis pas française, je suis allemande et donc je suis arrivée en France avec ma formation architecte que j'ai fait en Allemagne. J'ai mis ce photo-là pour vous montrer le contexte. Quand j'étais en études d'architecture, un de nos professeurs, c'était donc M. Herzog, qui est architecte, qui était déjà spécialisé dans la construction de bois et qui a travaillé aussi beaucoup sur la conception des maisons solaires. Donc ça, c'est mon bagage, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi le bois. Je suis amoureux du bois depuis longtemps et en plus, j'ai profité des bonnes formations à l'école d'architecture. Et c'est pas, il y a vraiment des différences entre les écoles allemandes et les écoles françaises. Nous, en Allemagne, on est plus formés techniques et en France, les architectes sont plus formés artistiques. Ça, c'est un autre discours, on peut parler peut-être une autre fois. Comment je le fais? Donc pareil, le contexte de mon parcours. Je vais très vite passer sur la question du bois, comme l'atelier est appelé essence de usage. Je ne sais pas si vous avez dans les ateliers avant déjà parlé de la matière, donc du bois, comment ils sont classés, qu'est-ce qu'il faut respecter. Un petit peu. Donc on a normalement dit 4 classes de risques. Il y a un 5e qui ne nous concerne pas ici parce que c'est au bord de la mer. Et après on classe donc les essences. Pardon. Ah bah tiens, je suis un peu permis. Les différentes essences qu'on a disponibles, ils sont donc dans ce référentiel de classement, donc on sait avec quoi on peut faire quelle utilisation on peut faire avec quel bois. Donc ça c'est un visuel du CNDB qui vous montre les essences qui sont sur le terrain français disponibles. Et avec ceux qu'on travaille, c'est beaucoup tout ce qui est le pin, Epecia, le Douglas aussi. Ensuite, de l'autre côté, on a le chêne et moi je mettrais encore les châtaigniers, les hêtres, on n'utilise pas beaucoup dans la construction comme le nôtre. Mais il y a des études qui sont là-dessus aussi pour aussi intégrer plus du chêne dans la construction. Donc, après, j'ai mis donc en rouge les essences qu'on utilise vraiment dans la construction, c'est en bas, donc dans la partie des essences de feuillus. Le châtaignier, le chêne et le robinet, ils sont assez intéressants aussi. Le robinet, par contre, le robinet il est très dur en termes de la fabrication. En fait, les charpentiers, je ne sais pas, je vois M. Léonard, il y a d'autres charpentiers, peut-être dans la salle, qui peuvent confirmer que l'acacia et le robinet, il est très intéressant, mais il use tellement les outils qu'on ne travaille pas beaucoup avec. Et ensuite, on a les autres. Donc les résineux, on travaille beaucoup les Epecia, même s'il n'est pas du tout dans les classes naturellement résistants, donc on est obligé à les traiter.
Ensuite, on a donc Douglas, Mélèze et le pin, les différents pins. Et moi, j'ai mis donc sur le classement pour le Douglas et le Mélèze. Vous voyez, c'était classé en 4e catégorie et il y avait indiqué non. Moi, j'ai mis le oui avec parce que le bois, c'est quelque chose qui... c'est naturel, ça pousse et ça dépend de l'endroit où le bois est poussé. Et donc, il y a une classification qui est faite, mais qui n'est pas forcément stricte comme ça. Donc, on peut aussi utiliser le Douglas et le Mélèze en classe 4. Il faut savoir comment l'utiliser. Je me retourne à M. Léonard. S'il est pour Gélobier, oui. Voilà. S'il est Gélobier... Il y a des conditions à respecter. Mais... Donc c'est difficile. Il ne faut pas prendre les règles toujours comme les règles, surtout comme le bois. Comme je dis, c'est naturel et ça dépend vraiment des endroits d'où il vient, comment il a poussé. Donc j'ai intégré un petit projet pour commencer qui est situé en Sologne. C'est rigolo parce que ça enchaîne sur la présentation avant, sur la question du bois coupé et mis en œuvre. Donc on a travaillé sur un projet qui est situé dans la forêt à côté de Vouzon. La commande, c'était faire une maison et un atelier de transformation, donc une ferme d'escargots, un élevage d'escargots avec la maison des propriétaires sur le même terrain, donc dans une cadre solognote, au bord d'un petit étang. On a fait la première réunion en 2005. Le projet était un peu long parce que c'était très compliqué par rapport aux règles d'urbanisme. Donc la Sologne, on ex-présente avec le bouton. Et le projet était donc au bord de l'étang. Vous voyez à droite en haut la maison d'habitation. Et en bas à gauche, les fermes d'escargots avec un atelier de la transformation des escargots. Le projet pour la maison, c'est sur celui-là, je vais continuer. Vous voyez aussi la forme, il y a indiqué la forme du toit. En fait, c'est deux grands toits qui se rencontrent et un troisième qui part comme une avancée. Donc, on voit bien un point central, donc en forme de croix. J'espère que vous voyez. On voit bien le séjour. Donc, au milieu du séjour, vous voyez un poteau. Donc, ce poteau-là, il porte les trois différents toits qui se rencontrent sous la forme du croix. Donc, comme on est sur ce terrain en Sologne, les propriétaires et les charpentiers, ils se sont dit, mais pourquoi on ne trouve pas un arbre de terrain, comme on a plein sur le terrain. Et ils sont partis ensemble le mois d'octobre pour chercher l'arbre qui convient, qui a la bonne hauteur, la bonne taille, qui est bien droit. Et les charpentiers, donc dans ce cas c'était l'anticoustilier, ils sont venus fin octobre, avec la lune descendante, avec la sève qui descend, avec le but que même les écorces restent collées sur le tronc d'arbre. Donc le tronc d'arbre a été coupé avec les écorces et tout, et mis sur l'atelier du charpentier. Entre-temps, on a fait des fondations. Donc sur cette maison-là, on a choisi de mettre des fondations en pieux métallique, parce que le terrain il est en pente et c'était très compliqué, très cher à faire des fondations en béton. Donc on a travaillé avec le système qui vient du Canada. Donc le temps que les fondations ont été mises en place, le charpentier a donc commencé la préfabrication de la maison. Là vous voyez à droite sur la photo l'arbre qui était donc arrivé du terrain et la fabrication, la mise en place pour trouver les assemblages. On ne voit pas très bien, là, vous voyez le milieu sur l'échelle, on est en train d'adapter des platines de fixation encastrées dans le tronc d'arbre. Et on voit bien qu'il a encore ses écorces, donc il est préparé. Dans la préfabrication, c'était le mois de décembre, donc il était coupé en fin octobre, on arrive en décembre, et la maison était donc montée sur place début janvier. L'avantage de la construction bois, c'est ça aussi, on peut travailler dans toutes les conditions.
le lac est gelé. L'entreprise arrive avec les camions, avec les murs préfabriqués. Et dans la première semaine, ils ont monté le rez-de-chaussée de la maison. Donc le plancher d'abord. Et le mode d'arbre qui vient du terrain, qui commence aussi à prendre le plancher de l'étage et qui va recevoir la charpente finale. Donc ça c'est juste comme une histoire. Donc on a une mixte, on voit bien sur ce photo-là l'arbre existant, l'arbre coupé sur le terrain. De mon souvenir, c'était un chêne. Voilà, une chaîne, une petite chaîne qui est assez droit. Et le plancher, il y a aussi les premiers éléments porteurs sur mon chêne aussi. Après, on a les autres solides qui sont plutôt en sapin. Et l'escalier, donc ça aussi c'est intéressant. L'escalier, c'est un escalier qui était fait par le charpentier avec du chêne rouge. Donc pareil, c'est lui qui nous a proposé. Il a eu l'occasion de travailler avec des planches de bonne taille et il nous a fait cet escalier. Par rapport à l'arbre qui est assez rustique, l'escalier est plutôt contemporain, mais c'est un bon mélange. Voilà, la maison finie. Encore sur les essences, là, la finition extérieure, c'était avec du épicéa thermo traité. Donc, c'est des grandes lames qui ont été séchées artificiellement à 200 degrés pour les rendre résistants. Si l'épicéa, sinon, n'est pas classé pour rester en dehors. Et la terrasse, c'est une terrasse pareil en chêne rouge. Donc, pour le propriété du bois, le chêne, on n'a pas besoin de traiter, donc dans ce cas, là, c'était adapté pour notre terrasse extérieure. Bon, petit résumé, je ne sais pas si c'est intéressant, parce qu'on est toujours demandé par rapport au prix, combien ça coûte. Cette maison, c'était pas beaucoup plus cher que la maison classique. Et la réalisation, la phase chantier, proprement dit, relativement vite. Bon, les fondations, on a fait en octobre pour ne pas avoir le terrain trop mouillé. Et quand la maison est arrivée, donc début janvier jusqu'en juin, c'est quand même très intéressant d'avoir un chantier qui est aussi court, on est sur 6 mois. Voilà. Donc là, je passe à le premier projet. On est toujours en Sologne. Et là, c'est donc une commande publique, une toute petite commande publique qui consiste à faire une extension d'un centre de première intervention, donc un centre des pompiers. Le bâtiment, c'était un bâtiment industriel des ateliers de la commune, déjà construit en acier, avec un bardage, avec une tôle en acier en façade, donc vraiment du industriel. Quand on est arrivé sur le projet, il y avait Vito, qui est dans la salle avec nous, architecte aussi, qui nous a assisté aussi sur la proposition, pourquoi pas faire l'extension en bois. Et ça tombait très bien parce que c'est les pompiers qui, comme c'était pour les pompiers, et donc on a discuté avec la mairie, avec les utilisateurs, donc dans ces cas les services des pompiers, ils étaient ravis quand on a commencé à parler du bois. Parce que le bois a quand même cette capacité à rester encore stable, même si c'est brûlé. Donc les pompiers savent très bien, ils allaient venir dans un bâtiment qui était construit en bois. Ils peuvent très bien comprendre où est-ce qu'on peut encore marcher, sur quelle poutre ça tient encore. Et par rapport aux ouvrages en métal ou en béton, où on ne peut pas voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans la construction bois, on peut voir même cette capacité à des résistances mécaniques pour les cas des feux. On ajoute une sorte de surépaisseur. Pour les cas si ça brûle la première couche, mais la
poutres ou poutrelles, ils restent toujours à la bonne résistance. Donc d'où notre projet d'extension qui est devenu une extension en construction de bois. Ce n'était pas du tout la commande au début, mais on a proposé, et avec la réflexion, et aussi avec cette idée, on est en Sologne, et on a le bois en Sologne, bah, la commune était d'accord, donc on a lancé l'appel d'offres, et on a fait notre chantier. Là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'essence, on n'a pas choisi avant, sauf pour le bardage. Le bardage, c'était le seul élément où on a vraiment défini quelle essence on va prendre. Donc là, vous voyez le bâtiment existant, il est encore intact. Il y a la façade qui est restée. On a fait 100 mètres carrés à côté en neuf. Et quand la partie neuve était construite, on a enlevé donc, la séparation existante. Et à droite, donc les planches des bardages qui sont arrivées, puis on a choisi en mélèze, d'une façon pas rabotée, donc assez, la face assez Merci. Comme mis en œuvre, bien sûr, on voit très bien la différence entre le métal et le bardage bois. Mais avec le temps, ça va griser et on a commencé à voir au début aussi que ça commence bien à prendre la couleur. Et je vous montre d'autres exemples tout à l'heure où on a le mélèze qui a vraiment pris la couleur plutôt marron foncé. Donc même à l'intérieur, les cloisons, on a fait en ossature bois et une finition plus simple en panneau rose. Voilà. Là, c'est compliqué à vous donner un chiffre sur la construction parce qu'on a ajouté sur 100 mètres carrés une extension de 100 mètres carrés. On a réaménagé l'ensemble. Donc, est-ce que je vous parle des 100 mètres carrés ou est-ce qu'on est sur 200 mètres carrés? Donc, la fourchette du prix, c'est quand on prend uniquement l'extension, on est à 1435 € le mètre carré. C'est un peu cher. Mais quand on voit l'ensemble du projet, c'est quand même intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, parce que j'ai plein de trucs encore. Que pensez-vous des écoles qui servent à faire les panneaux agglomérés? L'école? Oui, c'est pas un produit tellement intéressant. Par rapport au col, il y a des. Ça a quand même changé le dernier temps. Autrefois, on a utilisé beaucoup d'écoles en forme à vis. Et aujourd'hui, on a compris que le formalite, il a un effet sur la santé, sur justement le cancer. Et donc la quantité est de plus en plus dominée. Il y a des procédés, des collages que je connais des visites en Allemagne, où on a des cols qui agissent avec des micro-ondes. Donc en fait, ils produisent des grands panneaux, des plaques de lames collées qui passent dans les fours en micro-ondes pour que la colle prenne. Là, on n'a plus de formalite. Après, il y a des procédés encore différents, c'est d'utiliser, de fabriquer des éléments en clouage avec des clous donc métal, ou encore avec des tourilles en bois. Mais ça, c'est des techniques qu'on a vues pendant les visites en Autriche et en Allemagne. C'est pas encore beaucoup répandu en France. Une précision, s'il vous plaît, en forme de question. Dans le projet privé, vous avez évoqué le chêne rouge. Ouais. Donc, pour pas qu'il y ait méprise dans le langage, c'est a priori pas Quercus rubra, mais c'est le chêne sessile ou pédonculé qui a une coloration anormale. Oui. C'est ça. Ouais. Il faut qu'on soit très prudent dans les vocables qu'on utilise, parce qu'on pourrait confondre avec d'autres essences, alors que c'est l'essence locale qui est altérée, il se trouve, par un champignon, et donc qui a une coloration anormale sans modifier pour autant les caractéristiques logiques. Alors j'arrive sur le petit projet, un petit projet pour la région centre, où pour une fois on a vraiment une demande dans les cahiers de charges à travailler avec le bois. C'est un bâtiment donc, cette
c'était un concours en conception-réalisation pour réaliser donc un bâtiment de type maison passive sur le site du lycée de Lascar en Vendée, qui est un lycée technique. Et un concours conception-réalisation, ça veut dire que le concepteur est lié avec les entreprises qui vont réaliser et réaliser le concours. Souvent, c'est les entreprises qui sont mandataires du projet. Dans ce cas, la région a demandé que c'est l'architecte qui est mandataire pour que les questions d'architecture et du choix des matériaux sont plus suivies qu'avec l'équipe d'entreprise qui prend les. Donc, dans les cahiers des charges, il est demandé à travailler sur les différentes technologies constructives pour montrer comment on peut arriver à construire une maison passive avec 3 différents murs en maçonnerie et 3 différents systèmes constructifs en bois. Donc, dans le bois, on a trouvé la demande à faire un mur en bois massif contre croisé. L'entreprise Léonard était partenaire du concours conception et deuxième mur en ossature bois et troisième mur en bois massif monomur. Et nous, on a ajouté en plus à la demande le mur en ossature, on est rempli en paille, en isolation en paille. Ensuite, il avait aussi demandé à justifier la provenance des matériaux. Ces bâtiments, on a appelé, donc notre proposition qu'on a amenée à la région, on a appelé Facilab pour les différentes demandes pour les cahiers des charges, donc créer une maison passive, créer un centre d'innovation, d'avoir un laboratoire pour les élèves qui vont venir travailler dans ces bâtiments. Donc ça fait ce mot Facilab. Et les petits i, on les retrouve aussi dans les poutrelles en i que vous voyez à gauche sur la photo. Donc comme c'est une maison passive, il y a aussi demandé à respecter l'étanchéité à l'air, qui selon les différentes mesures, il y a la manière à mesurer pour les maisons passives. On mesure avec une ouais, comment on appelle ça? Les N50, c'est les. Ah, j'ai perdu le mot. Après, on a une deuxième manière. En fait, aujourd'hui, pour la réglementation, aujourd'hui, on mesure pour le bâtiment BBC avec une autre manière, avec une autre pression, on peut dire, qui est. Mince. Florence, elle n'est pas là. J'ai cherché. C'est les N50, ça s'appelait le Q4. Oui, le Q4, et c'est toujours c'est la pression. Oui, c'est la pression, même. La pression, effectivement. En fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on mesure la pression donc on met le bâtiment en dépression pour façon visuelle, le bâtiment fait comme ça, et après on le fait en surpression. Et quand on parle du N50, donc la pression qu'on met sur le bâtiment, c'est équivalent, si vous imaginez d'avoir une tempête des 6 Beaufort qui attaquent la maison sur tous les 4 murs de la maison. En réel, c'est pas du tout, ça peut jamais arriver parce que le vent vient toujours d'humidité, mais dans les tests, on a fait dans cette option. Et pour moi, la manière à travailler, donc l'avantage, je vais revenir là-dessus, à travailler avec le bois, on peut. On a parlé, il y avait dit tout à l'heure le mot maison passive. Donc pour faire une maison passive, on a cette exigence des performances thermiques et on a l'exigence de l'étanchéité. Donc le
performances thermiques quand on veut obtenir, pour moi, avec la construction bois, ils sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Même si la construction bois est plus complexe. Donc là, vous avez les 4 différentes murs qu'on était demandé dans le cahier des charges à mettre en place. Le mur en bois lame collé, le numéro 4, un énorme morceau qui faisait 36 cm d'épée, mais qui assurait même pas avec les 36 cm de performance thermique demandées. Ensuite, on a le numéro 3, c'était le supplément qu'on a apporté, donc en double ossature avec une isolation en paille. On est un peu plus large, un peu plus épais encore que le bois massif. Le bois massif, on n'arrivait même pas à faire plus parce que c'est un élément tellement énorme et lourd. Il n'y avait pas de fabricant qui pouvait encore ajouter plus d'épaisseur. Vous pouvez peut-être confirmer. Oui, les bois massifs, le problème, c'est surtout de trouver des gens qui puissent d'abord les coller et en épaisseur comme ça, et après, c'est la manutention. Ouais. C'est lourd à manier. Après, je vais peut-être prendre le numéro 1 d'abord, c'est une ossature bois, mais qui n'est donc pas une simple ossature, c'est une ossature bois qui était faite avec une poutrelle pour encore diminuer les ponts thermiques dans le mur et compléter en plus à l'intérieur de la maison avec une isolation en laine des chambres sur des rails, donc une finition intérieure en placo. Et le numéro 2, là on est sur un mur qui est un mur porteur en lame collée, mais un élément qui fait que 7 cm d'épais, doublé côté extérieur avec une poutrelle I pour porter l'isolation nécessaire, et un panneau qui sert aussi comme support pour mettre une finition induite. L'idée, c'est aussi de montrer, si c'est l'ossature bois, construction bois, c'est pas forcément que la finition extérieure va être en bois. On peut faire le deux. Donc là, je passe donc aux solutions maçonnées. On est au niveau des épaisseurs quasiment équivalents. Par contre, moi je trouve ça un peu dommage à créer des maçonneries qui font, dans ces cas, on a le numéro 8 par exemple, c'est la brique alvéolaire, donc c'est déjà la brique qu'on appelle monomure, qui à la fois porteur et isolant, mais qui a une épaisseur importante. Et pour arriver au classique, on a encore ajouté la laine de l'extérieur, la laine de bois. Et après, on a les autres déclinaisons, c'est en béton cellulaire ou en parfum, toujours avec l'isolation des dents. Quand on regarde après l'impact sur l'environnement des différents systèmes, on a présenté donc une petite analyse sur les différentes constitutions. Le bois, dans le graphique en haut, où vous avez les barres en gris, c'est l'énergie qu'on a mis en œuvre pour la fabrication des matériaux. Donc les premiers 3 éléments qui sont en bois et le numéro 3 en paille, on a beaucoup moins d'énergie mis en œuvre pour la fabrication que sur les éléments qui sont en maçonnerie. Sauf notre élément en bois lame collé, parce que là on a beaucoup de bois qui était chauffé, beaucoup de bois qui était collé et qui doit transporter. Quand on regarde l'autre impact donc sur le bilan CO2, donc les CO2 qui stockés dans le matériau, le bois peut dire a un impact négatif sur. C'est négatif parce que le bois il a capté le CO2, donc en fait il laisse pas le CO2 partir dans l'atmosphère. Donc là, notre élément en lame collé, il a un énorme stockage de CO2, donc d'où la masse stockée est quand même importante. Et tout ce qui est maçonnerie, on est dans le positif, donc pas dans le terme positif du bien, il y a une émanation du CO2 qui a un impact sur la planète. Là, je passe vite parce que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. On a donc travaillé sur ce projet avec une entreprise EPAGE comme entreprise générale, avec l'entreprise Léonard pour toute la partie ossature bois et le plancher bois.
c'était des planchers fabriqués par l'entreprise des charpentes du bâtiment. Donc la conception du bâtiment, je reviens là-dessus, c'était la moitié du bâtiment en système dur, donc une dalle en béton avec le mur en maçonné. Et la deuxième partie, donc à droite, non pardon, à droite c'est en béton, et à gauche c'est la partie en bois. Pour comparer les différents systèmes constructifs, la partie en bois a donc aussi un plancher en bois, donc les planchers qui étaient préfabriqués par les charpentes du bâtiment. Et sur l'ensemble des deux parties, il y a un plancher pareil en bois de l'entreprise charpente du bâtiment également. Donc la mise en œuvre, là on est sur le chantier, on voit le maçon avancer, il y a déjà la dalle en bois qui est arrivée aussi. Entre-temps, à l'atelier de l'entreprise Léonard, il y a la fabrication des panneaux ossature bois en poutrelli qui a commencé, comme on voit ici. La mise en place donc, des éléments préfabriqués, comme le projet n'était pas très grand, c'était assez vite. Les charpentiers ont doublé les maçons en une journée. En réalité, les maçons n'étaient pas encore finis. Et ensuite, on a posé au-dessus les panneaux toutures qui font une longueur de 13 mètres et 60 cm, non, 1 mètre 20 je pense de large. Donc c'était des transports spécifiques. Arrivé sur le chantier, la touture était posée, pareil, une journée, c'était fini. Voilà. Et après, on a, pour compléter le bâtiment, on a aussi des toutures terrasses végétalisées, des capteurs solaires, des capteurs photovoltaïques maintenant aussi, un petit canadien, donc il y a toute une partie sur, sur les énergies renouvelables et pour que les élèves sur le site peuvent travailler sur le sujet. Là, vous voyez aussi le plancher, donc bois apparent côté intérieur. Et la provenance des matériaux, on a essayé à la fin à faire une liste pour la région pour indiquer d'où ça vient. Mais c'est pas facile, on peut bien avoir une bonne intention pour chercher du bois local, mais dans les marchés publics et avec les entreprises, des fois on n'arrive pas vraiment à se derrière et le bois il arrive là où il est pour le moment intéressant à prendre pour l'entreprise. Là on a du mélèze dessus. Le mélèze est utilisé en façade. Le panneau USB, il vient de pas loin, il vient de Sully-sur-Loire. L'entreprise, par contre, Luxembourg. L'entreprise, pour l'instant, ils sont en Sologne, mais le panneau en question, il venait de Luxembourg. Il est peut-être du bois d'ici, mais transformé et revenu. Et pour les autres éléments, des fois, on a creusé, on n'arrive pas forcément à avoir vraiment la vraie provenance des matériaux pour savoir où est-ce que l'arbre a poussé. Donc ça, c'est le projet finalisé avec le bardage en mélèze. Et vous voyez, il y a des parties donc en enduit, donc c'est décliné. Des fois, on a la maçonnerie derrière le bois, ou la maçonnerie derrière l'enduit, ou on a la construction de bois derrière le bois, ou la construction de bois derrière l'enduit. Et ça, c'est la même chose, 4 ans plus tard. Donc, le bois, le mélèze, il était exposé, on peut dire, sans beaucoup d'ombre. On voit les seules traces d'ombre. Ou les endroits où les grilles n'est pas installé comme sur le reste, c'est derrière la descente d'eau et en dessous des bavettes, des murs intégrés dans la façade. Sinon, c'est assez homogène. Et c'est là où moi je dis souvent à nos clients, oui, le bois est valorisé, mais c'est nous aussi. Donc encore là, c'est pas facile à vous donner un chiffre sur le prix de la construction parce qu'on a des énormes surcoûts qui sont liés à ce projet plutôt pédagogique. Et donc
la maison passif équipée avec des équipements spécifiques, une opération plutôt expérimentale. Donc là, je ne peux pas vous résumer là-dessus. Et on va changer la taille complètement. Jusqu'à la maison passif, c'était des bâtiments plutôt 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, et là on a attaqué des 5000 mètres carrés. Pardon. Donc un concours des maîtrises d'œuvre internationales qui s'est lancé. Je vous parle vite aussi du cahier des charges. Donc le sujet, c'est la construction des ateliers pour la formation de la filière bois dans le lycée Audi-Bresca. Donc la filière bois, ça veut dire les charpentiers, les menuisiers, les agenceurs. Ils étaient logés dans des ateliers existants de 2000 m² sur les différents bâtiments. Et le projet était donc à créer un nouveau bâtiment pour leur formation à eux. Et un deuxième bâtiment que je ne vais pas présenter, mais qui fait partie du même projet, c'est des ateliers de maintenance pour les services régionaux qui s'occupent à entretenir les bâtiments des lycées de la région. Donc dans les cahiers des charges, on a lu, voilà, c'est un bâtiment pour l'avenir du métier du bois. Donc on a entendu tout à l'heure, la formation est importante, donc la région centre a bien compris, c'est important à fournir un bâtiment pour la formation bois, pour que cette filière puisse bien se développer, que les élèves prennent goût au métier du bois. Donc le bâtiment doit servir à ça. Installer cette filière dans des bâtiments vitrines et pour la formation, comme je disais, refléter l'image de son activité, le métier du bois, et une vitrine du savoir-faire, encore une fois. Donc c'était répété dans le cahier des charges. Et pour nous, pour l'équipe, c'était sûr, il y a un bâtiment en bois. Et en plus, on était donc associé avec l'architecte Hermann Kaufmann, qui lui est donc mandataire du projet, un architecte autrichien très connu pour la construction de bois, et lui-même charpentier, d'une famille de charpentiers, donc toutes des différentes générations de charpentiers. Il a grandi dans les ateliers. Quand il a fait ses études en architecture, il était tout de suite sur l'architecture bois. Donc il a son agence depuis 35 ans. Et depuis 30 ans, il travaille aussi sur la maison passive. Donc bois, maison passive, pour lui c'était les deux sujets. On travaille là-dessus et on ne fait rien d'autre. Donc quand on a fait équipe pour se présenter au concours, c'était pour nous un projet bois. Évident. On a fait notre projet, avec ça aussi, dans les cahiers des charges, il n'y avait pas demandé à faire un bâtiment bois. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Il y avait donc dit il faut que c'est représentatif, il faut que les élèves se retrouvent dans une ambiance pour bien apprendre à travailler le bois. Et intégrer donc dans un profil HPE les procédés et les produits des constructions. Il y a 1000 pas du bois. Après, il y a d'autres critères, gestion d'énergie, on sait très bien faire avec le bois, les isolants, gestion d'entretien, contrôle prométrique. On a fait notre projet, on a déposé, donc on était retenu pour le concours, on a fait le projet. Et on a gagné le concours. Et là, à la région, on était invité pour une réunion de négociation. On était trop cher. C'était trop cher. Et il y avait tout de suite cette remarque, mais pourquoi vous faites tout en bois? Oui, parce qu'on est convaincu que le bois, c'est le matériau, il a des bonnes propriétés, et si on veut faire une vitrine de la construction pour des métiers du bois, il n'y a rien de mieux à faire un bâtiment en bois quand même. Donc on a essayé à trouver des compromis. Il y avait des solutions que M. Kaufmann a apportées, par exemple le plancher du rez-de-chaussée, il a imaginé aussi en bois massif. Et c'est un très grand bâtiment avec des ateliers, on était demandé si on ne peut pas revoir certains éléments, donc du coup le plancher et le rez-de-chaussée est devenu un radier en béton. Mais bon, il reste, la structure, c'est resté en bois.
Donc là sur le plan NAS, vous voyez le grand bâtiment à gauche qui est composé en 3 éléments. Ça c'est le bâtiment d'enseignement du lycée, donc pour la formation des charpentiers, menuisiers, agenceurs. Et à droite, les ateliers Innov SR2I. Donc sur ces ateliers-là, on a fait un peu plus de compromis. On a dit ok, on fait une structure en béton, mais on fait une enveloppe thermique autour de la structure béton en bois, ossature bois, isolation intégrée dans les panneaux. Là, vous avez un peu le visuel, donc les 3 éléments du bâtiment. On arrive sur le lycée par ici. Donc la grande partie du lycée est par là. Et notre bâtiment, on a une entrée sur cette première partie directement liée au centre du lycée. Comme la première partie, c'est un bâtiment sur 2 niveaux avec une halle d'accueil dans laquelle les élèves vont aussi utiliser la halle d'accueil comme espace de travail pour monter, par exemple, les agenceurs ou bien pour monter leurs meubles que l'on fabrique dans les ateliers. Ensuite, on a l'étage des salles de classe, une deuxième partie ici dans laquelle on trouve tous les vestiaires et sanitaires. Et la troisième partie, sur les très grands volumes ici, là, c'est des ateliers, de fabrication. Et ce bâtiment, donc cette troisième partie, pour vous donner une idée de la taille, ça fait 70 mètres de long et 40 mètres de large. La hauteur finale, c'était une très grande taille, donc la hauteur c'est 8 mètres depuis le sol. On a encore un visuel. Le découpage, donc aussi logique par rapport au zonage thermique, parce qu'on n'a pas le même besoin thermique dans une partie d'atelier où on travaille. On a des températures plutôt à 16 degrés. Par contre, dans les salles d'études, les salles de formation, on est dans des températures à 20 degrés. Donc notre découpage en différents volumes, c'était aussi pour le fonctionnement, pour le zonage acoustique également. Et le dernier visuel en bas sur le cheminement des personnes et le flux du matériau. Donc là, le travail avec M. Kaufmann, c'est vraiment un architecte qui est très pragmatique, qui prend toutes les contraintes du programme et qui cherche à construire le bâtiment pour un meilleur fonctionnement. Ce n'est pas un architecte qui fait d'abord la forme et après on voit comment on l'utilise. Donc c'est l'approche bien de la fonction du bâtiment et aussi de la volonté de créer des bâtiments compacts, plus passifs et sur ces bâtiments en plus, ils voulaient aussi intégrer toutes les différentes démarches possibles pour la construction bois, les différentes techniques, les différents matériaux. Par rapport aux essences, on n'était pas très étendu, mais c'est comme je disais au début, il y a des essences qu'on utilise couramment, le pain, l'épicéa et le mélèze. Donc là, vous avez le plan du bâtiment. Je vais aller peut-être plus vite. Ok. Voilà. En coupe, on voit aussi la différence. Donc la partie tête du bâtiment à gauche, c'est là où on a les 2 niveaux. Après, la partie vestiaire, c'est une partie en béton. Et la grande halle, donc de 70 mètres de long, 8 mètres de haut, en structure bois, avec, si je reviens là, des grands poteaux qui sont espacés de 14 mètres. Avec l'idée qu'on peut libérer tout l'espace et reconfigurer autrement plus tard. Donc, on est contraint uniquement à ces énormes poteaux qui sont espacés de 14 mètres au centre du bâtiment. On a aussi, donc là, on attaque un peu plus la question des essences. Donc là, pour le toit qui est constitué avec des énormes poutres triangulées, dans lesquelles on a la couverture qui suit la forme dessinée aussi par les clients. Il y a une côté avec des fenêtres, côté plutôt nord, donc comme les anciens ateliers industriels où on utilisait la forme qu'on appelle les
forme d'échelle pour amener la lumière côté nord et pour former un toit régulier. Donc là, on voit sur le prototype, on a la poutre triangulée qui traverse côté. La membrure basse, elle est à l'intérieur du bâtiment, et la membrure haute, elle traverse toujours le haut des nocelles. Donc là, vous voyez ce poutre triangulé. Le poutre triangulé, il est constitué des deux différentes essences, parce que la partie qui reste à l'intérieur du bâtiment, donc il était fait en lame écoulée épessia, et la partie qui traverse et qui des fois sort à l'extérieur, il est fait en lame écoulée en douglas, pour les propriétés de classification du bois. Donc ça donne, on le voit encore, la partie qui est en haut qui traverse, qui était après recouverte par des couvertines, mais qui reste quand même à l'extérieur, à l'air libre. Là vous avez un poteau en lame écoulée aussi, pareil, épessia. Sa taille, c'est dans une sens, donc c'est une forme des croix. Il fait 90 cm sur une longueur et l'autre aile, on peut dire, de cette croix, ça fait 65. Donc c'est très, très grand poteau. Qui ont été prévus au début dans notre concours comme tronc d'arbre, des références coupées en Pologne. Et après, dans la réalité du chantier, avec le bureau de contrôle, avec les contraintes structurelles, on ne pouvait plus assurer cette idée. Et donc, du coup, c'est l'entreprise qui a proposé la forme en croix, aussi pour contremonter le bâtiment dans les différents sens. On a quand même gardé, pour le souvenir, j'ai malheureusement pas trouvé un meilleur photo que celui-là. Tout au bout du bâtiment, on a quand même un tronc d'arbre qui est resté tronc d'arbre, donc qui a le droit d'être là. Qui a quand même la particularité qu'il porte un pont roulant de 2 tonnes. Donc, on est sous le même toit de la grande taille, mais on est sur une partie extérieure, donc qui est libre à l'extérieur. Donc vous voyez les énormes poutres métalliques qui sont portées par une côté le poteau en lame écoulée et donc l'autre côté par le poteau en tronc d'arbre. Donc ça aussi c'était M. Kaufmann qui venait avec son expérience qui voulait que notre pont roulant est porté par le bois pour montrer que le bois est capable. C'est pas parce qu'on porte énormément de choses et le pont roulant il bouge, on n'est pas obligé à mettre tout en acier. Et c'était une énorme discussion avec les charpentiers parce qu'ils n'étaient pas prêts. Non, ils n'étaient pas prêts. Comme c'est comme ça, il a bien tenu, à la fin ils l'ont calculé, ils ont dit effectivement on peut le faire. Voilà. Donc ça c'est l'ambiance des ateliers. Moi je trouve que c'est bien pour les élèves qui vont travailler là-dessus, dans ce bâtiment. Donc très vite, sur la partie entrée, donc le bâtiment sur 2 niveaux, là je peux vous parler des essences, je vais faire encore vite, un viré sur plutôt la technique. C'est le plancher de l'étage qui est fait en lame écoulée en bois massif. Donc là on a du collé et justement c'est là où M. Kaufmann voulait mettre un système de planchers bois massif mais tout rayonné. C'est-à-dire c'est comme des sections des sous-livres qu'on assemble et on le tourillon avec un tourillon bois. Le problème c'est il n'y a pas d'avis technique, c'est un bâtiment public, c'est un bureau de contrôle. Donc l'entreprise a cherché une solution conforme et donc au final on est arrivé à une lame écoulée, donc collée avec la colle et pas tenu avec du tourillon bois. Pour mettre au-dessus du bois, on appelle ça un plancher collaborant, donc bois béton associé pour les différentes propriétés du bois et du béton. Ça nous a amené à faire un plancher à la hauteur finale de 20 cm. On a fait des études comparatives, si ça serait un plancher uniquement bois, donc sans la partie béton, ça serait des poutres, des
solives bois beaucoup plus importants. Donc c'était intéressant à faire les différentes études. Donc sinon, ossature bois, beaucoup de la récollée encore pour la charpente. Et là où je voulais venir, la finition extérieure donc, du bâtiment, c'est avec des bardeaux en bois. Donc des bardeaux, il y a des pavillons, on a peut-être encore d'autres mots pour les dire. On les connaît en ce moment aussi pour les couvertures qui sont faites en bois, donc, ou même des façades des fois. Donc toute la façade de ce premier bâtiment, il est fait en pavillon. Au début, je vais dire autrement. Pour M. Kaufmann, c'était toujours sûr qu'on va faire ce tabaillon en coloration noire pour donner avec un produit qu'il connaissait une peinture à base d'huile de lin et des pigments naturels. Donc, colorer les tabaillons avant de les mettre en place. Avec le temps, la coloration va doucement partir, mais en même temps, le gris naturel va s'installer. L'entreprise qui était dans Gatineau sur le projet a dit bon, on va chercher la solution. Ils nous ont fait 5 différents échantillons et ça n'allait jamais parce que soit la peinture elle tenait pas sur le tabaillon, ou c'était pas la bonne teinte, ou voilà, c'était très long pour trouver. Donc au final, ils ont trouvé une technique, c'était mettre d'abord les tabaillons et mettre après un produit appliqué avec un pistolet en façade. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez d'abord les tabaillons là en couleur naturelle. Et la question pourquoi ça ne tenait pas, donc ça c'est pour vous montrer l'idée, c'est pour au final avoir la façade qui brille comme la partie basse de la façade. Et pourquoi la couleur elle ne tenait pas, c'est parce que le tabaillon il est pas scié, il est coupé, pas coupé, il est fondu. Voilà. Quand le bois est fondu, la surface du bois il est tellement lisse qu'il n'y a rien qui peut le tenir. C'est pour ça aussi on l'utilise pour que l'eau peut partir. Donc c'est pour ça la couleur elle ne voulait pas tenir. Voilà. Donc là c'est le final et la façade et on a pris des photos là. Donc ça c'était l'année dernière en avril. Donc maintenant un an plus tard on commence à voir que la couleur elle commence doucement à partir, mais il y a du bois qui revient, mais ça reste assez foncé. Voilà, et je m'arrête là. Des questions, madame? Non, allez-y, surtout. Le bois, ça s'utilise jusqu'à l'intérieur, c'était ça. À l'intérieur, on a du chêne, on a du épicia aussi. C'était que pour dire, voilà, on parle beaucoup de construction et matériaux pour l'utilisation de la structure, pour leur propriété, vraiment construction en tant que bâtiment. Mais il y a aussi les intérieurs et là aussi, par exemple, l'escalier qui est fait en chêne, avec des chênes en lame. Non, au contraire, on souligne à travers l'ensemble de vos projets la croissance et en vous écoutant, pour résumer, grâce à l'adaptabilité du matériau bois, sa grande souplesse, l'adaptabilité au marché, je l'aurais résumé en 3 mariages. Le premier, c'est le mariage d'amour que vous avez avec M. Kaufmann pour le bourg. Le deuxième, c'est le mariage de raison, parce qu'il a fallu composer avec le maître d'ouvrage. Le troisième, c'est le mariage d'excellence, parce que vous arrivez à un produit fini qui donne satisfaction à l'ensemble. Donc, bravo pour ça. Et ça nous permet à nous, futurs utilisateurs, en tout cas prescripteurs pour les uns, maîtres d'ouvrage pour les autres, d'avoir de l'ambition, en tout cas pour le Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? On le fera à l'échange. On a mangé un peu de temps, donc on ne va pas manger, je crois.